Bonsoir. Bonsoir, oui, bienvenue dans le 64 minutes. Vous avez annoncé votre candidature, il est toujours 18h quelque part. Hein. C'est vrai. Vous avez annoncé votre candidature à la mairie de Paris le 12 mars dernier. Vous êtes né à Paris il y a 40 ans et vous avez déjà une carrière bien remplie. Vous avez fait l'ENA notamment, vous avez côtoyé un certain Emmanuel Macron. Vous avez été conseiller et porte-parole de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris, le conseiller de Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères et ensuite le conseiller presse et communication de François Hollande à l'Élysée. En 2017, vous quittez la politique pour créer un cabinet de conseil en stratégie, mais dès 2018, vous replongez, vous lancez votre mouvement parisien et le 12 mars de cette année, vous annoncez votre candidature à la mairie de Paris pour les élections de 2020. On peut dire que le virus de la politique vous a repris. Quelle a été votre motivation en fait pour vous lancer dans cette aventure des municipales? Alors c'est vrai que j'avais dit Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau quand j'ai quitté l'Élysée en 2017 et en fait immédiatement j'ai été ressaisi par ce qui est une passion, c'est la passion de l'engagement, de servir la collectivité. Mais j'ai voulu m'engager avec une logique irréfutable qui essaie de s'engager pour mon propre village. Je suis né à Paris, j'y ai élevé mes enfants, j'y élève toujours mes enfants, j'y ai travaillé, j'ai même travaillé pour Bertrand Delanoë comme vous le disiez tout à l'heure, et je veux rendre à Paris ce que Paris m'a donné et permettre à une nouvelle génération d'accéder au pouvoir pour construire un nouveau projet pour Paris. Alors je disais, vous avez fondé votre mouvement parisien, vous avez d'ailleurs sorti un livre récemment, Nous autres Parisiens, chez Fayard. On peut dire que c'est votre programme politique, mais pas seulement? Oui, j'ai voulu écrire un livre qui témoigne de toutes les rencontres que j'ai pu faire avec les Parisiennes et les Parisiens depuis 2 ans, parce que finalement on a fait les choses de façon très simple. On est allé dans les cafés, dans les appartements, dans la rue pour discuter avec les citoyens de Paris et les écouter, coller leur colère, leurs espoirs, leurs rêves. Et je voulais consigner un peu tout ce qu'ils m'avaient dit et ce qu'on avait pu se dire ensemble pour imaginer un nouveau projet pour Paris. Donc ce livre, c'est un point d'étape de nos propositions et des propositions des Parisiennes et des Parisiens. Alors on va parler de ces projets, de ces propositions, mais pourquoi vous qui avez fait toute votre carrière jusqu'ici avec des hommes de gauche, vous ne soutenez pas Anne Hidalgo, qui est la maire sortante, qui est une femme de gauche, dans sa campagne pour la réélection? Alors j'ai eu l'honneur de travailler pour Christophe Girard et Bertrand Delanoë à la mairie de Paris. J'ai même voté pour Anne Hidalgo en 2014, je dois vous dire. Mais je pense 2 choses. Déjà, je pense la première, c'est que Anne Hidalgo n'a pas réussi comme maire de Paris sur les fondamentaux que sont le logement. Les prix ont explosé, les transports, ils ne fonctionnent pas, la propreté, les rues sont sales, la sécurité, les rues sont de moins en moins sûres. Et puis d'autre part, je pense qu'elle n'est pas la mieux placée pour construire un nouveau collectif, pour construire le Grand Paris, ce Grand Paris que j'appelle de mes voeux avec les Parisiennes et les Parisiens. Donc je n'ai rien contre elle personnellement. Je considère juste que son bilan n'est pas à la hauteur de la promesse qui avait été faite en 2014 et surtout que nous sommes peut-être mieux placés qu'elle, nous, citoyens d'une nouvelle génération, pour construire un Paris pour les 20 prochaines années. C'est elle qui ne représente plus la gauche ou c'est vous qui avez un petit peu déplacé votre, comment dirais-je, votre curseur? Vous êtes aujourd'hui encore un homme de gauche? Moi, bien sûr que je viens de la gauche, je suis un homme de gauche, mais quand je décide de m'engager dans les municipales, je ne me pose pas tous les jours la question est-ce que mes propositions sont de gauche, du centre, de droite ou écologiste. Je suis viscéralement quelqu'un qui est attaché à la solidarité, mais aussi à la liberté. Quelqu'un qui est attaché à l'attractivité culturelle, mais aussi au rayonnement et à la douceur de vivre écologique. J'essaie de ne pas me ranger moi-même dans les cases tous les jours, même si je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je vais vers un Paris qui sera en meilleure santé, plus agréable à vivre. Vous avez cité certains, ce que vous considérez comme des points faibles de la politique d'Anne Hidalgo. On va en lister quelques-uns. Par exemple, la mobilité. Elle a voulu accorder plus de place à Paris. Les gens qui viennent à Paris, les étrangers, voient bien qu'aujourd'hui, il y a des espaces pour les vélos, il y a plus de vélos, il y a plus de 2 roues. C'est une autre mobilité qu'elle essaye de mettre en place. C'est une erreur, elle ne devait pas faire ça? Je pense que c'est bien de développer la pratique du vélo, mais celle-ci reste assez marginale à Paris aujourd'hui, entre 5 et 6% des déplacements. Le principal mode de déplacement des Parisiens, c'est la marche à pied. Or, c'est près de 30% des déplacements. Or, il est très difficile et de plus en plus difficile de marcher normalement dans la rue, parce qu'on tombe sur une trottinette, sur un nid de poule, sur des travaux, parce qu'il y en a partout, les rues sont en plus sales. Et puis, moi, ce que je reproche à la maire de Paris, c'est de ne pas avoir assez, avec la présidente de la région Île-de-France, investi dans les métros et les bus. Aujourd'hui, les bus roulent moins vite et moins facilement. Malgré les espaces réservés? Mais non, parce qu'il y a moins de couloirs de bus aujourd'hui qu'il n'y en avait en 2014, parce qu'on a transformé des couloirs de bus en couloirs de vélo, dont vous parliez tout à l'heure, et on a sacrifié de la place aux bus pour en faire pour le vélo. Paris est une ville sale, vous diriez ça? Parce qu'Anne Hidalgo, elle a dit, j'ai rajouté des effectifs supplémentaires partout, c'est nécessaire, on dépense 600 millions d'euros pour la propreté à Paris, on peut faire mieux?
Ah bah c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit faire mieux, parce que la ville est vraiment très sale, voire même dégueulasse, honnêtement. Moi, j'ai rien contre la politique municipale actuelle, ils font ce qu'ils peuvent, mais visiblement, ils s'y prennent mal. Ils confient aux agents de la propreté des balais en plastique pour nettoyer la ville. C'est un peu comme si je vous donnais une brosse à dents pour nettoyer ce studio. Je pense que vous auriez un peu de mal. Il vaut mieux donner des vrais moyens mécanisés, ce qu'ils n'ont pas assez fait. Il faut être plus dur aussi contre ceux qui ne respectent pas les incivilités, enfin l'espace public, pardon, qui jettent des ordures dans la rue, une forme d'incivilité. Incivilité. Et troisième chose, investir beaucoup plus dans le tri sélectif en amont dans les copropriétés et aussi dans l'espace public, parce que là on a pris beaucoup de retard. Ouais. Vous avez parlé de logement. Qu'est-ce que le maire de Paris peut faire pour le logement? Est-ce que vous seriez favorable par exemple à un blocage des loyers comme ça se fait par exemple à Berlin? Il y a un encadrement des loyers qui a été mis en place. Pas un blocage. Oui, non, pas un blocage. Je pense que l'encadrement, c'est déjà bien. On va voir ce que ça donne. Mais je crois que ce n'est pas la panacée. Il faut se poser des questions fondamentales sur le logement. La première, c'est est-ce qu'on doit construire des logements neufs encore? Oui, je le pense. Moi, je propose. Il y a de la place? Oui, on peut, dans la ZAC dite Paris-Rive-Gauche, dans le 12e, puis dans le 13e aussi, enfin dans le 12e et dans le 13e, mais aussi dans le 18e et le 19e. Sur le périphérique, on pourrait le faire, et peut-être aussi, si on arrive à le transformer. Et puis après, il faut aussi donner des priorités au logement des étudiants, parce qu'il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de logements abandonnés aussi à Paris? Il y a, on va dire, près de 200 000 logements vacants, 100 000 résidences secondaires, 100 000 logements totalement vacants. Il y a beaucoup de choses à faire. Et le maire de Paris, avec ses pouvoirs, qu'ils soient fiscaux, l'octroi des permis de construire ou la maîtrise du plan local d'urbanisme, peut faire beaucoup. Quand on est maire de Paris, la première compétence, c'est l'urbanisme et le logement. Et là, il faut reconnaître qu'on n'a pas fait assez de choses et que maintenant, il faut s'y mettre. Alors la pollution, Anne Hidalgo dit que la pollution aux particules fines a nettement diminué. Il y a des études qui disent oui, c'est vrai, moins 5%. Enfin bon, les chiffres sont contestés. Vous dites que ce n'est pas vrai du tout. Au contraire, la pollution, elle s'est aggravée à Paris. Qui a raison? Oui, je crois qu'à l'échelle de la ville, elle a augmenté, surtout sur certains axes, comme le quai haut de la rive droite, le boulevard Saint-Germain, les portes. La pollution a vraiment augmenté. Hier, vous savez, une partie du périphérique a été fermée pour la nuit blanche. Et Airparif, qui est l'organisme qui permet de mesurer indépendant qui permet de mesurer la pollution, s'est rendu compte qu'immédiatement, la pollution avait diminué dans les portions du périphérique qui avaient fermé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer la pollution? Je pense qu'il faut être dans une politique incitative qui aide les gens à ne plus se servir de leur voiture. Moi, je ne crois pas à l'écologie punitive. Elle essaye de faire, Anne Hidalgo. Non, elle interdit aux gens de prendre leur voiture d'abord, et après, elle leur dit débrouillez-vous. Moi, je pense qu'il faut d'abord les aider à prendre des transports publics, à faire de la conversion électrique, prendre des scooters électriques, des voitures électriques, à mieux se déplacer à pied. C'est pas en contraignant les gens, en les punissant du matin jusqu'au soir qu'on les aide. C'est en les incitant et en les aimant surtout. Alors, à propos de mobilité, vous avez une proposition assez radicale dans votre livre. Vous proposez purement et simplement de détruire le périphérique. Alors, on se demande, d'abord, ça va prendre du temps, ça va coûter cher. Et par où passeront tous les véhicules qui empruntent le périphérique? Alors, pourquoi le faire déjà? Parce que c'est une autoroute de 2 fois 4 voies polluante qui coupe Paris en deux, qui est vraiment la source de la pollution atmosphérique et sonore dans la métropole, et surtout qui bloque le rayonnement de la métropole. Et si on avait plus périphérique, on pourrait faire des espaces verts, peut-être des logements, peut-être aussi des services publics supplémentaires. Donc moi, ce que je propose, c'est 1, de le faire en prenant le temps de le faire en 15 ans, 2, de le faire en consultant les communes voisines, 3, de le faire en consultant la population, et surtout, 4, de ne le faire que tronçon par tronçon pour ne pas mettre au fur et à mesure. Vous allez faire des travaux absolument... Non, justement, on veut le faire de façon tout à fait progressive, douce et tranquille, et c'est pour ça qu'on propose de le faire sur 15 ans, pour que ça apporte des solutions aux gens, sans que ça soit une contrainte et une difficulté pour les gens au quotidien. Alors vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, Paris ne se limite pas aux arrondissements intramuros. Quelle est votre conception de ce qu'on appelle le Grand Paris ? Moi, j'ai une vision assez simple. Je crois que le prochain maire de Paris doit être le dernier maire de Paris. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est construire la métropole du Grand Paris pour de vrai. C'est-à-dire en coordonnant les politiques du logement, de l'urbanisme et des transports, et en favorisant l'intégration dans le cadre du Grand Paris. Pas Paris qui irait écraser les communes voisines, mais Paris... Avec les 3 arrondissements autour, les départements, vous voulez dire? Je pense que tout... Par département. Oui, moi je pense que la bonne échelle, c'est les communes qui composent ce qu'on appelle aujourd'hui la métropole du Grand Paris, qui est malheureusement une coquille vide avec beaucoup de strates administratives. Je crois que dans quelques années, on pourrait imaginer un maire du Grand Paris élu au suffrage universel dans la métropole parisienne. Ça, c'est la loi qui doit le prévoir, et je pense que ça serait une très bonne chose. Alors, Gaspard Ganzer, une question d'actualité sur l'attentat de la préfecture de police jeudi. Il y a manifestement eu une infiltration d'un islamiste radicalisé au sein même de la police. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a reconnu aujourd'hui qu'il y avait eu des failles dans la procédure de suivi de l'informaticien Michael Harpon. Est-ce que vous dites ce soir que le ministre Castaner doit présenter sa démission? Ce que je dis d'abord, c'est que je témoigne toute ma solidarité aux familles des victimes, à leurs proches, à tous les agents de la police, de la préfecture de police qui ont été éprouvés. Vous savez, quand j'ai travaillé avec François Hollande, j'ai connu souvent ces situations d'attentat. Et j'ai souvent regretté à l'époque que l'opposition instrumentalise ces faits pour faire de la politique
politique politicienne. Donc je ne crierai pas avec les loups. Il y a eu des manquements quand même dans le suivi. Christophe Castaner a dit lui-même qu'il y avait eu des défaillances et des manquements. Donc maintenant, il lui appartient, comme ministre de l'Intérieur, de montrer lesquels et surtout d'en tirer les conséquences. Mais il peut rester politiquement, il peut rester à son poste de ministre de l'Intérieur? Il a été soutenu par le Premier ministre et le Président de la République, donc c'est à eux de le décider, mais il va falloir qu'il montre qu'il a été capable d'identifier ses failles et ses défaillances et surtout de les combler, parce que ce qu'on attend, c'est qu'évidemment ce genre de choses ne se reproduisent pas. Moi, j'ai confiance dans la police de mon pays, dans la préfecture de police, où j'ai beaucoup de gens remarquables, il y a beaucoup de gens remarquables qui travaillent, donc soutenons-les et ne les accusons pas. On revient à l'élection de mars 2020. Dans les derniers sondages, vous tournez autour de 1% des intentions de vote. On peut dire que c'est un combat perdu d'avance? Vous savez, aucun combat n'est perdu d'avance. Moi, je suis un marathonien et je sais que tout se joue dans les derniers kilomètres. Et celui qui l'emporte, c'est celui qui court le plus régulièrement. Franchement, vous espérez Bien sûr. Vous serez candidat dans quel arrondissement? Je vais le dire dans les prochains jours. Le 15e peut-être? Un arrondissement à 2 chiffres, en tout cas un grand arrondissement, ça pourrait être le 15e, ça pourrait être le 14e, ça pourrait être un autre. Mais je le fais parce que c'est ma ville, je le fais pas pour moi, pour me faire plaisir, je recherche pas un poste, je recherche pas une fonction. Moi ce que je cherche, c'est transformer la vie des Parisiennes et des Parisiens et notamment des familles. En un mot, si vous n'êtes pas au deuxième tour, vous soutiendrez le candidat de La République En Marche? Non, je ne suis pas du tout sûr ni de soutenir le candidat de La République En Marche, ni Hidalgo. Nous, on se lance pas pour être le marchepied de qui que ce soit, on se lance pour gagner. Et permettez-moi juste un dernier mot, parce qu'on a parlé des propositions sur le logement, les transports, la propreté. Il y a un autre sujet qui est très important, c'est la question des finances publiques. Puisque la ville de Paris s'est vraiment endettée, la dette a doublé, et donc le prochain maire doit être un bon gestionnaire avant d'être un doux rêveur. Merci Gaspard Ganzer, je rappelle votre livre « Nous autres Parisiens » chez Fayard. Merci beaucoup. Merci à vous.